Bonjour à tous et à toutes. Et donc pour ce rendez-vous d'aujourd'hui, nous allons parler de la garde à vue. Alors je voudrais juste faire une toute petite introduction sur qu'est-ce qui se passe avant d'être en garde à vue. C'est ce qu'on appelle l'interpellation ou la convocation, hein, les deux sont possibles. Et plus particulièrement donc nous intéresser à l'interpellation. Donc l'interpellation, elle peut se faire en flagrant délit, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de commettre un cambriolage, qui est surpris sur les lieux par les policiers et qui est arrêté. Donc voilà, il est interpellé avec les moyens coercitifs qui sont prévus par le cadre juridique du flagrant délit. Et puis, il peut être interpellé aussi, toujours dans le cadre du flagrant délit, mais pas alors que l'infraction vient de se commettre. Comme je vous l'avais expliqué dans le premier épisode, l'enquête en quelques heures ou quelques jours a permis d'identifier l'auteur. Donc, on va aller l'interpeller. Alors, à son domicile, ça se passera entre 6 heures du matin et 21 heures. Dans tous les autres lieux, ça peut se passer à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Voilà, la protection du domicile, mais après pour le reste, que ce soit le travail, que ce soit l'endroit d'une fête dans un bar, sur la voie publique, etc., peu importe, il n'y a plus cette contrainte au niveau des horaires. Voilà, et puis la garde à vue peut aussi démarrer à l'arrivée d'une personne au commissariat ou à la gendarmerie qui a été convoquée. Voilà, donc ça c'était pour cette petite introduction. Qu'est-ce qui se passe avant la mesure de garde à vue? Alors, la garde à vue, c'est une mesure privative de liberté qui est prise par un officier de police judiciaire, celui qu'on appelle en contracté l'OPJ. Seul un OPJ peut prendre une mesure de garde à vue. Par contre, cette garde à vue, elle est contrôlée par le magistrat qui est, le contrôleur de l'enquête, qui peut être sur du flagrant délit ou du préliminaire, le procureur de la République, enfin qui sera d'ailleurs, c'est pas qui peut être, c'est qui sera le procureur de la République ou un de ses substituts. Et dans le cadre de l'information judiciaire, ce magistrat sera le juge d'instruction. Voilà. Le procureur de la République, donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'officier de police judiciaire prend cette mesure en son âme et conscience. Il en réfère immédiatement au procureur de la République, qui peut lever immédiatement aussi cette garde à vue s'il estime qu'elle n'est pas nécessaire, qu'elle n'est pas légitime, qu'elle n'est pas légale, etc. Ce qui arrive très rarement. Mais ça peut arriver. Et d'ailleurs, j'ai fait, il n'y a pas si longtemps que ça, une petite émission sur l'interpellation de Marc Doyer. Lorsque Marc Doyer a été placé en garde à vue, le procureur de la République aurait dû la lever même, parce que cette garde à vue était tout à fait illégale. Bien, alors la durée de la garde à vue, on va la voir dans un petit moment. Cette durée, elle est, proportionnelle à l'utilité de garder l'intéressé à disposition des enquêteurs par rapport aux investigations en cours à mener pendant cette garde à vue et qui vont permettre de rechercher la vérité. Ça, c'est très important. Elle est prise pour protéger cette enquête, de façon à ce que cet individu, quand il ressort, on a fait à peu près tous les actes, en tout cas tous les actes qui étaient conscientisés au moment de cette garde à vue. Et elle est faite pour protéger les traces, les indices, les témoins, les complices éventuels, de façon à ce que le suspect ne puisse pas interférer, détruire des preuves, faire des menaces à des complices ou des témoins ou des co-auteurs, etc., pour que l'enquête n'aboutisse pas. Il faut quand même savoir que l'enquête de police, elle est à charge et à décharge, c'est-à-dire que c'est une enquête qui cherche la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Et qui sont les protagonistes? Tous les protagonistes, que ce soit les auteurs, les éventuels témoins, les victimes, etc. Elle est à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'au cours d'une garde à vue, une personne qui était au départ suspecte peut ne plus être du tout suspecte. Donc ça, c'est très important de le conscientiser. Cette garde à vue, elle est là pour établir la vérité.
Elle n'est pas là contre l'individu qui est placé en garde à vue, elle est là pour établir la vérité. Donc la garde à vue est prévue par le Code de procédure pénale aux articles 62-2 et suivants. Ça, c'est les premiers points. Alors, la garde à vue, comme j'ai commencé à le dire, est une mesure privative de liberté. Nous sommes libres, les citoyens, d'aller et venir, de faire ce qu'on veut, etc. Quand on est placé en garde à vue, on n'est plus du tout en mesure d'exercer ses libertés. Donc, c'est une mesure qui est très coercitive et c'est pour ça qu'elle est très, très sérieusement encadrée. Elle est prise par un OPJ, donc je l'ai dit, contrôlé par le procureur de la République en enquête préliminaire ou flagrant délit, ou par le juge d'instruction lorsqu'elle est exercée par un OPJ dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire. Donc c'est une, on va dire entre guillemets que c'est une lettre de mission qu'un juge d'instruction va donner à un OPJ dans le cadre de l'information judiciaire qu'il a en charge. Alors, la personne, pour être placée en garde à vue, doit être suspecte. On ne peut pas mettre en garde à vue des témoins. Alors, être suspect, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suspecte cette personne d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction qui fait l'objet de l'enquête judiciaire. Donc, ça veut dire quoi suspect? Ça veut dire qu'à l'encontre de cette personne, on a plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle y a participé en tant qu'auteur, en tant que co-auteur. Alors le co-auteur, c'est celui qui agit avec d'autres co-auteurs. Hein. Ce n'est pas un auteur unique, c'est plusieurs co-auteurs qui vont avoir la même, la même participation à l'acte. Par exemple, dans un braquage, quand il y a 5 individus qui braquent une bijouterie, une banque, peu importe, ce sont des co-auteurs. Hein. Ils agissent vraiment dans la même action. Mais elle peut aussi concerner un complice. Un complice, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a commis l'acte en lui-même, mais il a pu aider à sa réalisation. Prêter une voiture, par exemple, en sachant à quoi elle va servir, prêter une arme en sachant à quoi elle va servir, etc., etc. Donc ça, c'est le complice. Alors, l'infraction concernée doit être un crime ou un délit qui est punissable d'une peine d'emprisonnement. Hein. On ne peut pas mettre en garde à vue une personne qui ne peut être punie que par une peine d'amende. Voilà, et le témoin, dans quelle mesure un témoin pourrait être placé en garde à vue, mais ce serait pour une autre infraction, ce ne serait pas pour l'infraction de départ, c'est le témoin qui va commettre une obstruction à l'enquête. Alors, qu'est-ce que c'est l'infraction d'obstruction à l'enquête? C'est le fait de fournir des renseignements qui sont incomplets ou inexacts, de fournir des documents, des pièces, peu importe, pareil, qui sont incomplets ou qui sont dénaturés. Voilà, donc ça, c'est une infraction différente de celle de départ, mais qui peut entraîner que tel témoin soit mis en garde à vue parce qu'il a fait obstruction à l'enquête initiale dans laquelle on était en train d'investiguer. Alors, j'ai pris quelques petites notes pour ne rien oublier. Donc, parfois, vous me verrez un petit peu le nez sur mon document, mais c'est vraiment pour suivre un chemin logique d'explication et surtout ne rien oublier. Donc, on va continuer par les droits du gardé à vue, parce que, évidemment, on prive cet individu de sa liberté. Il faut que ce soit encadré. Et la première chose, c'est qu'il a des droits. Alors, la première chose avant ces droits, c'est que le procureur de la République ou le juge d'instruction doit être informé immédiatement de la mesure de garde à vue qui est prise à l'encontre de la personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont un droit de contrôle. Et leur droit de contrôle, le premier point, c'est de s'assurer que cette mesure très coercitive est légale. Donc, avis immédiat au magistrat. Si cet avis n'est pas fait immédiatement, ça peut casser la procédure. Ça peut casser la garde à vue. C'est-à-dire que cette garde à vue sera
sera nul et tous les actes qui auront été faits pendant cette garde à vue, donc audition, perquisition, etc., seront déclarés nuls aussi. Donc c'est un gros vice de procédure. Donc le premier droit de notre personne gardée à vue, c'est le droit d'aviser un membre de sa famille ou son employeur. Donc de faire aviser, parce que ce n'est pas lui qui va prendre son téléphone, c'est l'OPJ qui va aviser, donc le membre de la famille ou l'employeur. Ce droit peut être retardé à la demande de l'OPJ auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction s'il estime que informer la famille, par exemple, ou l'employeur, peut amener à à l'altération de preuves ou à des actes commis par d'autres pour détruire des éléments de preuve ou faire pression sur d'éventuels témoins. Donc, on peut surseoir à cet avis famille. Le droit à subir un examen médical. Alors, c'est un droit qui est aussi fondamental. Je pense qu'il devrait être fait de façon systématique parce que cet examen médical va d'abord établir que la personne est en état de subir une garde à vue. Il y a des gens qui ont des traitements, il y a des gens qui ont des maladies qui ne se voient pas forcément sur leur visage et qui ne peuvent pas rester dans une cellule privée de liberté, etc., sans traitement. Donc ça, c'est important que le médecin vienne parce qu'il peut dire l'état de cette personne est incompatible avec la mesure de garde à vue, soit dans les locaux de police ou de gendarmerie, soit en tout lieu. Donc si c'est uniquement dans les locaux de police et de gendarmerie, on va transférer la personne dans un hôpital et elle sera retenue et surveillée là-bas par un policier. La mesure de garde à vue se poursuivra dans le service hospitalier. Elle est importante cet examen médical parce qu'il va établir que l'individu ne porte aucune trace de violence, par exemple. Et si à la sortie de sa garde à vue, il y a des traces de violence, eh bien, on pourra faire un lien entre sa présence dans les murs et d'éventuelles violences, auto-violences, on va dire, lui-même qui se tape contre les murs, parce que ça se constate, ça se voit quand même régulièrement, ou établir qu'il y a eu peut-être des violences illégitimes policières pendant le temps de la garde à vue. Donc ça, c'est aussi très important. Et puis, si cet individu a déjà au départ des blessures, elles seront constatées par un médecin et on ne pourra pas dire que ces blessures proviennent de violences qui ont eu lieu pendant la garde à vue. Moi, je recommande l'examen médical à tous les gardés à vue. Alors parfois, on va vous dire oui, ça va prendre un petit peu de temps, on ne pourra pas commencer les auditions tant que vous n'aurez pas été vu par le médecin, donc ça va prolonger votre garde à vue. Bon, ça, c'est des arguments que j'ai parfois entendus dans mon propre service, qui sont vraiment malhonnêtes. Effectivement, le médecin peut prendre quelques heures à venir, mais je pense que quand même, c'est mieux d'avoir cet examen médical. Et en tout cas, c'est au choix de la personne et elle n'a pas à être intimidée pour ne pas le faire. Et enfin, le troisième droit très très important, c'est l'assistance d'un avocat. Donc là aussi, on peut vous dire il va mettre du temps à venir, etc. On s'en fout. Il est préférable d'attendre. Je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut voir autour de nous, il est très important d'être assisté par un avocat pendant une garde à vue. Il ne faut pas mégoter sur 1 heure ou 2 de plus de privation de liberté quand il peut s'agir vraiment de l'orientation d'une procédure. Les avocats sont très très importants. Parce que, on le voit aujourd'hui, il y a quand même des procédures qui sont plus politiques que judiciaires. Et la présence d'un avocat, c'est la garantie c'est la garantie que l'enquête soit faite correctement, à charge et à décharge. C'est-à-dire qu'un avocat, il va assister aux perquisitions, il va assister son client pendant les auditions, pendant les confrontations, et à la fin,
il peut demander à prendre la parole et poser, par l'intermédiaire des policiers, des questions qui n'ont pas été posées et qui lui paraissent très importantes pour le déroulement de l'enquête. Donc ce n'est pas une bagatelle que d'être assisté par un avocat. Voilà pour la présence de l'avocat. Oui, qui doit être là chaque fois que la personne va s'exprimer. C'est pour ça qu'il sera présent pendant les perquisitions, parce que quand on est en perquisition, qu'on trouve un objet ou un document en lien avec l'infraction, on pose la question au gardé à vue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet objet? Cet objet va être saisi, etc., etc. Donc il y a un échange direct avec lui. Et donc, il est important que l'avocat soit là pour conseiller son client. Alors ça, c'était les droits du gardé à vue. J'espère que je n'ai rien oublié d'important, sinon j'y reviendrai. Alors, les délais de garde à vue. Combien de temps peut durer une garde à vue? Une garde à vue, c'est à partir de la minute où on est interpellé, et le premier délai est de 24 heures. Mais ce délai peut être raccourci. La garde à vue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le temps utile à l'enquête. Donc, quand on estime qu'on n'a plus besoin de garder la personne au commissariat, il faut mettre fin à la garde à vue. Donc, la première tranche est de 24 heures. Il peut y avoir une prolongation d'à nouveau 24 heures, et donc ce qui mènerait la durée totale d'une possibilité de 48 heures, sachant toujours que dès qu'elle n'est plus utile, la garde à vue est levée. Cette demande de prolongation de la garde à vue doit se faire au magistrat, donc instructeur, ou au procureur de la République, au magistrat qui contrôle la mesure, avec des éléments, qui expliquent le pourquoi de cette demande. On ne va pas prolonger une garde à vue pour le plaisir de retenir quelqu'un dans un commissariat ou une gendarmerie. Il faut vraiment qu'on ait des actes à faire et qui sont absolument nécessaires à la manifestation de la vérité. Alors, on va dire que ces mesures de 24 à 48 heures, c'est pour le droit commun, pour les infractions les plus communes. Hein. Et la garde à vue peut durer 72, voire 96 heures, voire encore un peu plus, ça commence à être beaucoup plus, hein, dans des grosses infractions de terrorisme, de stupéfiants, etc., etc., de fausse monnaie. Bon, voilà, c'est vraiment des infractions criminelles en bande organisée, etc., qui légitiment ces prolongations de garde à vue avec toujours l'accord du JLD, c'est-à-dire le juge de la détention et de la liberté, ou de la liberté et de la détention. Voilà, alors en faisant le travail pour préparer cette petite émission, parce que vous le savez, hein, moi ça fait 6 ans que je ne suis plus en service, donc j'ai quand même un peu révisé pour m'assurer d'être dans l'actualité. Donc j'ai vu qu'une proposition en janvier 2025 avait été faite par le ministre de l'Intérieur de prolonger la garde à vue jusqu'à 72 heures pour les meurtres conjugaux, les viols conjugaux et en cas d'empoisonnement. Donc cet amendement avait été voté par l'Assemblée nationale. Et par contre, j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé de décret d'application, j'ai pas trouvé d'éléments qui permettent de dire que ces amendements ont été validés au niveau du Parlement. Donc voilà, je ne pense pas que ça soit d'actualité. C'était un projet, mais des recherches que j'ai faites, que ce soit dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale, je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé d'éléments qui me permettraient de dire que c'est effectivement d'actualité. Voilà, donc pour moi, pour les violences conjugales, meurtres conjugaux, viols conjugaux, on est toujours à une garde à vue de droit commun, donc 24 heures prolongeables jusqu'à 48 heures. Voilà, donc ça, c'était pour
Les délais de garde à vue. Alors, on va en arriver aux conditions matérielles de la garde à vue. Il est bien évident, je le répète une fois de plus, que c'est une mesure privative de liberté, que c'est une mesure par les actes qui l'accompagnent, la fouille à corps, par exemple, qui a un aspect humiliant. Et donc cette mesure mérite vraiment le contrôle du procureur ou du magistrat ou du juge d'instruction, mais les locaux de garde à vue peuvent être contrôlés par une commission particulière sur justement la dignité des droits humains. Voilà, c'est fait régulièrement, enfin régulièrement. Moi, je l'ai vu 2 fois hein, dans ma carrière de policière, dans les commissariats où j'étais. Donc, ça peut être fait. On a les députés, on a des députés qui peuvent se présenter au commissariat, de jour comme de nuit, évidemment sans carte d'information, hein, pour contrôler l'état des lieux. Donc ça, c'est très important. Les conditions de la garde à vue, on privilégie normalement la cellule individuelle, ce qui n'est pas toujours le cas, selon la vétusté des locaux dans lesquels on va se trouver. On peut avoir encore des cellules où malheureusement on est obligé de mettre plusieurs personnes ensemble en garde à vue. Donc ça, c'est fortement déconseillé, mais parfois c'est compliqué de faire autrement. Quand on est sur une grosse affaire avec plusieurs dizaines de personnes placées en garde à vue, plusieurs commissariats, même l'assistance de gendarmerie, des locaux de gendarmerie, et réciproquement, peuvent être mises en place de façon à isoler, parce que là, on est obligé d'isoler. Quand les gens sont en garde à vue pour la même affaire, on est obligé de les isoler. Forcément, on ne peut pas les mettre ensemble dans la même cellule de garde à vue. Donc, cellule individuelle en priorité. C'est un banc avec un matelas, hein, c'est pas un hôtel 3 étoiles avec une couverture, en principe la couverture de survie. Parfois avec des toilettes. Dans tous les nouveaux bâtiments aujourd'hui, il y a des toilettes qui sont isolées. Hein. Et puis, les repas, évidemment, 3 repas par jour. Voilà, les conditions, on va dire, minimales de dignité humaine doivent être respectées. Cependant, on sait que les cellules de garde à vue sont placées sous surveillance vidéo, c'est normal. On ne veut pas qu'il y ait de suicide ou de dégradation commise dans les cellules de garde à vue. Donc cette vidéosurveillance doit être active. Et évidemment, elle ne couvre pas le champ des toilettes quand elles sont dans la cellule. Les policiers ont un devoir de contrôler à peu près toutes les heures, en passant donc devant les cellules, de contrôler donc l'état de santé des personnes. Voilà. Alors, la garde à vue donc fait l'objet d'un procès-verbal de notification, donc au départ, qui explique les faits pour lesquels la personne est en garde à vue, la date où ils ont eu lieu, et donc qui met bien l'heure de début de garde à vue de façon vraiment visible, et donc qui explique les droits qu'on a vus précédemment. Donc ce procès-verbal de notification de garde à vue doit être lu et signé par le gardé à vue, et quand il refuse de signer, eh bien on va mettre « refuse de signer ». Le PV de fin de garde à vue va reprendre tout ce qui s'est passé pendant la garde à vue, c'est-à-dire les temps d'audition, les temps de perquisition, les temps de confrontation, quand il y a eu des confrontations notamment avec les victimes ou les témoins, pourquoi pas, les temps de repos, les temps de repas, tout y est mis. Et c'est un PV donc qui permet de garantir que les conditions de cette mesure ont été correctes. Donc ça, c'est aussi très important. Ça a beaucoup évolué. Quand je suis rentrée dans la police en 1985, le PV de garde à vue, c'était 3 mots, 3 lignes. Hein. Il y avait le nom de toutes les personnes, parce que parfois on avait des personnes sur la même infraction, c'était tous sur le même PV.
Donc nom, prénom, date de naissance, adresse. Et donc on les mettait tous à la queue leu leu, interpellés à telle heure, placés en garde à vue, il n'y avait pas de droit, il n'y avait rien du tout. Donc c'était vraiment, j'en ai encore la mémoire, et quand on y pense, c'était complètement farfelu, quoi. C'était farfelu. Le droit des gardés à vue, le droit des mises en cause était vraiment inexistant, inexistant. Donc l'évolution, elle est favorable, elle est bien, évidemment. Simplement, moi je dirais quand même que dans notre droit, les droits du gardé à vue, les droits de mise en cause sont quand même beaucoup plus larges que les droits des victimes. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, que se passe-t-il pendant la garde à vue? Ben, j'en ai un petit peu parlé, hein, on va faire des auditions, alors du mise en cause évidemment, mais aussi des témoins, de la famille, enfin de tous ceux qu'il est utile d'entendre. Il va y avoir des perquisitions. Les perquisitions, on fera vraiment une émission là-dessus. Le but de la perquisition, c'est de trouver des éléments matériels qui permettent de lier la personne à l'infraction qui a été commise. Des confrontations, donc ça, je vous en parlerai aussi quand on parlera des auditions, puisque je vous ferai un petit épisode sur les auditions. En fait, c'est la réalisation de tous les actes qui sont utiles à la manifestation de la vérité et qui peuvent apparaître au fur et à mesure des auditions des uns ou des autres. Garde à vue, par exemple, il nie les faits et il va dire, moi non, à l'heure des faits, j'étais à tel endroit, j'ai localisé mon téléphone, il y a certainement des caméras, de la visiosurveillance là où j'étais, je vais vous dire par où je suis passée, etc. Et vous trouverez très certainement des images de moi à l'heure des faits, à un autre endroit que l'endroit des faits. Donc voilà, on vérifie tout ce qui est apporté par les uns ou par les autres. Voilà, donc selon les actes qui restent à faire, on peut demander, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une prolongation de la mesure. Si par contre c'est terminé, la mesure est levée sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction. Alors, de l'instant où, il n'y a plus d'acte connu à réaliser, on met fin à la garde à vue. Ça peut être la personne finalement, elle est plus suspecte, donc elle est remise en liberté sans autre charge pour elle. Et puis, s'il y a des charges contre elle qui pèsent, si en fait les soupçons de départ sont confirmés par les investigations, il va y avoir plusieurs possibilités. L'intérêt de mettre fin à la garde à vue le plus rapidement possible, quand on n'a plus rien à travailler à l'instant T, c'est que cette mesure pourrait être reprise. C'est-à-dire qu'on va continuer l'enquête et peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, j'aurai d'autres éléments. Je retournerai interpeller l'individu ou je le convoquerai, hein, ça dépendra de l'état de l'enquête et puis des faits qui lui sont reprochés. Donc, je le replacerai en garde à vue. Par exemple, il a fait 24 heures totales, plus 12 heures, donc 36 heures. Bien, quand je vais le reprendre, il me restera 12 heures d'investigation avec lui en garde à vue. Je ne pourrai pas excéder les 12 dernières heures des 48 heures qui m'étaient autorisées. Sauf à être dans un cas d'exception où la garde à vue peut être portée à 72 heures. Donc ça, c'est un truc à bien avoir en tête. C'est pas parce qu'on met fin à une garde à vue qu'il y a forcément plus de temps à lui consacrer. On peut la reprendre. Alors, justement, on en arrive à l'issue de la garde à vue. Donc, le suspect est blanchi, il est libre, sans autre forme de procès. Hein. L'enquête doit se poursuivre parce que les éléments recueillis ont permis de renforcer la participation plausible de cet individu à l'infraction. Donc, il peut être présenté au procureur de la République pour être placé sous contrôle judiciaire avec des restrictions à sa liberté.
par exemple, ne pas fréquenter tel individu, ne pas aller dans tel établissement, etc., etc. Ne pas utiliser de réseaux sociaux, par exemple, ça peut être aussi une des mesures restrictives de liberté qu'un contrôle judiciaire peut mettre en place. Voilà, et donc l'enquête sera poursuivie. Le contrôle judiciaire, bah, c'est juste que cet individu amène comment dire, les preuves qu'il ne prendra pas la fuite ou qu'il ne fera pas de menaces ou de représailles sur les témoins, sur les complices, etc. Donc c'est un auteur qu'on peut contrôler assez facilement et qui n'est pas un gros voyou. Il ne représente aucun danger. Et c'est la majorité des gens à l'issue d'une garde à vue dans une enquête qui doit se poursuivre. Hein. La majorité des cas, c'est comme ça. Et parfois même, il n'est même pas présenté devant le magistrat parce que vraiment, il n'est pas dangereux, met fin à la garde à vue et part du commissariat ou de la gendarmerie. Ensuite, il peut être présenté au magistrat avec une demande d'ouverture d'information, c'est-à-dire que l'enquête de flagrant délit ou l'enquête préliminaire arrive à son terme. Il y a encore des investigations très sérieuses à faire. Donc, on a besoin de poursuivre avec des moyens coercitifs, par exemple. Et donc, le procureur de la République va demander l'ouverture d'une information judiciaire. Et dans ce cadre-là, il peut demander le placement en détention provisoire de l'intéressé. Donc ça, c'est le JLD qui décidera de cette détention provisoire ou pas, qui pourra ensuite toujours être, contestée par l'individu via son avocat. Voilà, alors la détention provisoire, elle est faite pour les personnes qui sont dangereuses pour elles-mêmes, pour autrui et pour les suites des investigations. Elle peut être prise aussi vu la gravité des faits. Pour un meurtre, par exemple, il est normal que la personne fasse l'objet d'une détention provisoire à l'issue donc de la garde à vue. Voilà, donc quand l'enquête est terminée, à ce moment-là, l'individu peut être libéré après sa garde à vue avec une convocation devant le tribunal, ce qu'on appelle une COPJ, convocation par officier de police judiciaire, parce que c'est l'officier de police judiciaire qui va la lui notifier, qui va la lui remettre, et qui, en général, elle est dans les 3 mois qui suivent la remise en liberté. Il peut être déféré, c'est-à-dire que fin de garde à vue et transfert de l'intéressé au tribunal, où il va rencontrer le procureur de la République, qui peut le passer en comparution immédiate, donc c'est-à-dire qu'il va passer immédiatement devant le tribunal. L'individu peut demander un délai pour préparer sa défense et à ce moment-là, le procureur peut demander un mandat de dépôt de façon à ce qu'il ne soit pas remis en liberté, mais qu'il soit incarcéré en attente de son jugement. Et évidemment là, le juge de la liberté et de la détention a également son mot à dire. Voilà, je crois que j'ai fait tous les cas. J'espère que cette petite vidéo vous a éclairé sur les conditions de la garde à vue, sur qu'est-ce que c'est qu'une garde à vue, etc. Et que elle vous a été utile. Je pense que c'est toujours très intéressant de connaître ses droits. Et comme je le fais à chaque vidéo, aujourd'hui, c'est à la fin de cette émission que j'ai une petite pensée pour Angélique, dont je suis la marraine dans le cadre de la grande famille. Opération, action qui a été créée par Cécile de Dozumani et dont le but est de mettre en lien un parrain, une marraine avec un ou une filleule qui a été injectée et qui, depuis cette injection, subit des effets secondaires. Et donc, c'est une façon de les mettre en lumière, de ne pas les oublier.
Et comme je le dis souvent, c'est aussi une façon de ne pas oublier les personnels soignants, les pompiers, les militaires, les gendarmes qui ont été contraints soit de se faire injecter, soit ont été suspendus, soit ont été changés d'affectation, enfin ont été sanctionnés de tant de façons, discriminés en tout cas. Donc avoir une pensée pour tout cela et puis aussi pour nous tous, hein, pour nous tous les citoyens qui ont subi et je pense que la France a été un des pays où ça a été le plus violent, des mesures, privatives de liberté, des mesures, discriminatoires très importantes. Donc ni pardon, ni oubli. Nous, serons, dans le cadre de la loi, rappeler aux auteurs de toutes ces infractions de masse, leurs obligations. Voilà, j'espère que ce ne sera pas dans un avenir trop lointain, évidemment. Donc, écoutez, une pensée donc pour Angélique. Angélique qui doit faire une expertise pour établir justement le lien entre son état de santé et les injections qu'elle a subies, qui a été donc reportée cette expertise au mois d'octobre. Donc, c'est une expertise qui est coûteuse parce qu'elle va être représentée par un médecin conseil et c'est important qu'un expert soit à cette expertise. Donc, si vous souhaitez aider Angélique un petit peu, hein, le lien pour sa cagnotte est dans la description de cette vidéo et je vous en remercie 1000 fois. Voilà, écoutez, on se retrouve très prochainement pour la suite de nos épisodes et je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup et au revoir.